Addiction Rébellion, épisode 15. Garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. Cette phrase, nous l'expliquons petit à petit. Salut à toi, c'est Sophie. Aujourd'hui, c'est lundi. Bienvenue dans le podcast Addiction Rébellion. Un podcast pour faire le point sur tout ce qu'il faut savoir avant de commencer un sevrage. Ce podcast est un partage citoyen, un retour d'expérience sur un vécu assez dense, et il ne se substitue en aucun cas à une prise en charge médicale. Tu écoutes le tout dernier épisode de la playlist Libération. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast et que tu tombes par hasard sur cet épisode, je t'encourage à recommencer ton écoute par l'épisode numéro 1, qui s'appelle Addiction Rébellion, pour commencer. Je te mets le lien sous l'audio. Sinon tu ne vas pas tout comprendre, et tu vas louper des trucs super importants qu'il faut savoir avant d'écouter l'épisode 15. Dans l'épisode numéro 1, je t'explique qui je suis, pourquoi je te parle d'addiction, et pourquoi c'est important de ne pas commencer en plein milieu. Alors à très vite, et bienvenue à la case départ. Si tu as tout suivi depuis le début, je te félicite pour ta persévérance, et te revoir à ce stade me remplit de joie. Sincèrement. Aujourd'hui, je te propose de t'aider à choisir le meilleur moment pour commencer ton sevrage. Tu as très certainement envie de mettre toutes les chances de ton côté et tu ne voudrais pas louper un truc. Alors je vais te dire quand est le moment idéal. Mais juste avant, vite fait, je te fais un petit résumé. En suivant la méthode, tu as pris conscience que ton addiction n'est ni un problème d'intelligence, ni un problème de caractère, ni un problème de volonté. Tu as compris que tu n'es pas lié à ton produit ou à ton comportement par une relation de dépendance, qu'il ne s'agit pas d'une habitude, et que ce que tu prenais pour du plaisir est en fait le soulagement du mal-être que tes consommations provoquent en toi. Tu as compris que ton addiction est un dérèglement. Ce dérèglement a commencé le premier jour de tes consommations, mais comme il est sournois et insidieux, pendant longtemps, il est passé inaperçu. Il est resté caché sous les radars de ta conscience. Il progresse à plus ou moins grande vitesse, et il se caractérise par une oscillation entre des états de manque d'abord indétectable, et des consommations compulsives que tu prends pendant longtemps pour des choix libres. Tu as pu observer que tes symptômes ont d'abord été absents, puis peu brillants, et tu as peut-être déjà pu constater qu'ils s'aggravent ou qu'ils se sont aggravés sans retour en arrière. Tu te rends peut-être compte qu'il t'est difficile de reconnaître que les conséquences néfastes que tu ressens découlent de tes compulsions. Tu trouves peut-être difficile d'admettre que ton produit addictogène, ou tout comportement addictogène, t'a rendu esclave dès les tout premiers stades et que tu n'as rien vu venir. Maintenant, tu sais que ce dérèglement fait dysfonctionner ton cerveau en bloquant ta capacité à faire des choix et à agir autrement. Désormais, la suite de l'addiction, tu la connais. Ton cerveau, ton système nerveux et ta physiologie vont continuer d'expérimenter des symptômes graves et variés, avec des conséquences de plus en plus lourdes sur ta santé physique, psychique, mentale, relationnelle et sociale, et tu sais déjà que ton addiction a le pouvoir de t'emmener dans des endroits que tu ne veux même pas imaginer. Tu as compris comment ton addiction s'aggrave? Tu sais qu'elle s'entretient et qu'elle se renforce par la répétition des compulsions et des consommations. Tu as compris que le manque que tu ressens, que l'angoisse ou le mal-être que tu cherches à calmer par ton produit sont créés par ton produit. Tu as compris aussi que ton produit n'est ni l'ingrédient de ton bien-être, ni le remède à ton mal-être, mais la cause de ton mal-être. Heureusement, tu as compris aussi que ce cauchemar s'arrête, avec possibilité de réversibilité et de guérison complète, quasiment à n'importe quel stade, et cela grâce au maintien de l'abstinence. Tout ça, tu l'as compris. Alors c'est difficile à admettre au début, mais tu as peut-être compris que tu ne te prives de rien en laissant tomber ton produit, qu'il n'a aucun avantage à t'offrir, et tu as pris le temps de repenser l'abstinence. Tu sais à quoi t'attendre au cours de ton sevrage, tant sur le plan physique que sur le plan psychique, et tu as des outils pour traverser cette période. Tu as peut-être pris le temps de visualiser tes objectifs et de réunir tes forces, et tu as quelques outils d'urgence pour calmer et soutenir ton cerveau pendant les moments délicats qui surviendront dans les débuts du sevrage. Tu es désormais aussi prévenu que maintenant que ton cerveau possède ce câblage, cette mémoire, il peut te le présenter de temps en temps comme une solution, dans les moments de forte déstabilisation. Et tu sais comment repousser cette invitation si elle se représente durant ta nouvelle vie d'affranchi. Tu ne peux pas deviner à l'avance ce que ta future vie d'affranchi va t'apporter. Et c'est une incertitude qu'il va te falloir accepter, un peu sur parole. Ça peut te sembler inconfortable, mais cette incertitude sera vite comblée par ton expérience de l'abstinence. Avoir traversé une addiction et en être sorti, c'est découvrir la vraie liberté. C'est passer de l'autre côté d'une illusion et voir clair. C'est te retrouver tel que tu n'aurais jamais dû te perdre. C'est refaire alliance avec toi-même. Un addict n'est pas tombé dans l'addiction tout à fait par hasard. Et ma foi, très souvent, il trimballe quelques valises, quelques dossiers. Et si le cœur t'en dit, tu verras quoi en faire. Mais ceci est une autre histoire.
Ton parcours d'addict doit désormais te servir à repérer les impasses, à te protéger, à te défendre, à t'abriter face aux pièges et aux comportements risqués et à prendre soin de toi. Il y a et il y aura toujours une différence gigantesque entre quelqu'un qui n'est jamais sorti de ses problèmes d'addiction et quelqu'un qui en a terminé. C'est vraiment une énorme différence. En fait, elle ressemble à celle qui existe entre une personne qui a été respectée dans son enfance et celle qui ne l'a pas été. La personne qui a été aimée telle qu'elle était, qui a été entendue, soutenue, encouragée, validée, accueillie, saura instinctivement s'orienter dans ses choix et dans ses relations. Elle saura s'écouter, satisfaire ses besoins, se soutenir, s'encourager et mobiliser ses ressources créatives. La personne qui n'a pas reçu ce terreau d'amour, d'accueil, de validation et de soutien sur lequel se construire, devra à l'âge adulte retourner chercher cette part de soi qui est restée en exil. Et une fois adulte, il va devoir apprendre à se donner ce dont il a besoin. Eh bien, il y a, dans l'affranchissement des addictions, une démarche intérieure qui ressemble un peu à ça. Celui qui s'émancipe de produits ou de comportements addictogènes qui l'ont entraîné dans des impasses va devoir désormais se tenir éveillé, debout, comme un phare qui ne s'éteint jamais. Il sait qu'il a été addict. Il sait qu'il porte en lui un mode de fonctionnement qui l'a conduit au naufrage, et que ce mode de fonctionnement reste un mode qui peut s'activer, comme un volcan endormi qu'il ne faut pas réveiller. Celui qui n'a jamais consommé d'héroïne ne l'a jamais fait et ne le fait pas parce qu'il sait que c'est une impasse qui promet les pires tourments. L'ancien addict, lui, ne le fait plus parce qu'il se souvient que c'est une impasse qui conduit aux pires tourments. Et cette mémoire, ce souvenir, doit rester allumé en lui comme une petite veilleuse, non pas comme un regret ou un remords, mais comme une alliance. Maintenant, tu sais tout. Tu es prêt à t'en sortir définitivement, tu es prête. Alors quand? Quel est donc le moment idéal? Eh bien, je vais te le dire maintenant. Le moment idéal, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu te sens prête? Si tu as des doutes, moi je te le dis. Tu as fait le tour de la question. Tu sais tout ce qu'il faut savoir. En tout cas, tu sais l'essentiel. Il n'y a pas d'autre truc à apprendre. Maintenant, tu peux y aller. Pour l'anecdote, quand j'étais jeune, j'apprenais à nager au tout petit dans mon club de natation. Pendant tout leur apprentissage, nous mettions une ceinture de pin autour du corps de chaque enfant pour les aider à flotter pendant le temps qu'ils apprenaient les mouvements. Au début, il y avait 5 pins sur les ceintures, et puis peu à peu, au fur et à mesure que les petits progressaient, nous retirions un pin, puis un autre, puis un autre. Le jour où il n'y avait plus qu'un seul pin sur la ceinture, nous savions que l'enfant savait nager. Alors nous le retirions discrètement en aidant le marmot à boucler sa ceinture, sans qu'il le voie. Et il nageait tout le cours sans savoir qu'il nageait sans ce dernier pin. En le sortant de l'eau, j'aimais bien voir l'expression de l'enfant, quand en retirant sa ceinture, je lui montrais qu'il avait nagé tout seul comme un grand. Son expression était souvent très mélangée, mais finalement, il était trop content de se dire qu'il savait nager. À cet instant, normalement, il était tellement content de cette magnifique découverte qu'il sautait dans l'eau et qu'il retournait nager tout seul. Alors je sais pas pourquoi cet épisode me refait penser à ça, mais en tout cas je te le dis, tu en as compris assez. Tu veux savoir pourquoi je pense que c'est inutile d'attendre un autre jour? Je vais te le dire. Tant que tu consommes et tu consommeras. Et chaque jour qui passe renforce ton addiction. Plus le temps passe, plus c'est compliqué d'envisager de t'arrêter. D'autre part, si tu te dis « Non, mais je vais laisser passer mon anniv, c'est dans 2 semaines et je ne vais pas être capable de ne pas consommer. Je vais me faire plaisir une dernière fois. » Si tu te dis ça, je sais où tu es. Et je te préviens, tu vas te vautrer. Si tu crois encore, s'il y a quelque chose en toi qui croit encore que la vie sans substance, c'est difficile, ou que c'est moins bien, ou que tu te prives d'un plaisir, que tu perds quelque chose qui donne de la saveur à ta vie, il faut réécouter certains épisodes et te remettre au travail. Parce que si tu n'es pas au clair avec ça, si quelque chose en toi résiste encore, s'accroche encore, tu as besoin d'aide. N'hésite pas à me mettre un message si c'est le cas. Je peux peut-être t'aider à repérer où est-ce que ça coince. Ensuite, si tu te dis « je vais laisser passer telle fête parce que sinon c'est trop stressant » ou « je vais laisser passer tel concours ou tel examen ou tel entretien d'embauche ou telle formation » ou encore « je vais attendre d'avoir retrouvé du travail et de stabiliser ma situation » je commencerai quand j'aurai trouvé mon appart et que j'aurai déménagé, quand j'aurai terminé mon divorce. C'est que tu attends un moment où la vie est à peu près cool, pas trop intense, pas trop stressante, pas trop incertaine. Et ben laisse-moi te dire une chose, si tu raisonnes comme ça, tu risques d'attendre longtemps. Et dis-toi que si tu fais face à une situation très stressante en ce moment, ce que tu consommes ne t'aide pas. Et l'abstinence, elle, peut être un grand soutien pour traverser ces événements stressants. De toute façon, dis-toi qu'il va y avoir tes premières 24 heures sans ton produit. Ta première semaine sans ton produit, ton premier mois sans, ta première sortie sans, ta première soirée entre amis sans, ton premier examen sans, ton premier anniversaire sans, ton premier Noël en famille sans, ton premier date, ton premier entretien d'embauche, ton premier crush, ta première rupture, ta première engueulade, ta première emmerde.
tu vas expérimenter des centaines de premières fois sans ton produit, sans ton comportement. Et il faut que tu expérimentes ce premier tour de calendrier sans ta conso. Ta première année de vie affranchie. Elle est importante cette première année parce que, quand elle se termine, tu sais que tu vis super bien sans ta conso, que tout est faisable sans. Tu as la preuve concrète et vécue que la substance ou le comportement n'apportait aucune densité à ta vie. Tu le mesures avec 365 jours de recul et tu vois bien que ton expérience de la vie, cette chienne de vie parfois, elle est de bien meilleure qualité quand tu te réveilles reposé, quand tu n'es pas en manque et quand tu es libre. Alors voici concrètement comment je suis passée à l'action quand j'ai décidé de cesser de fumer. Et c'est toujours ainsi que j'ai fait avec toutes mes autres addictions. J'avais d'abord imaginé tout un rituel d'adieu. J'allais allumer ma dernière cigarette à tel endroit et la fumer avec la pleine conscience que c'était la dernière. J'avais décidé l'endroit et le moment et ce que j'allais faire après. Mais je me suis rendu compte que quelque chose clochait. Maintenant que j'avais compris que je fumais une drogue addictive qui me faisait dysfonctionner, qui me faisait du mal et qui ne m'apportait aucun avantage, mais j'avais pas vraiment envie de m'imposer ce mensonge délétère une fois de plus. Alors je me sentais un peu coincée. Et tout à coup, j'ai pris conscience que j'avais déjà fumé ma dernière cigarette et que mon sevrage était déjà commencé. J'ai compris que je n'allais pas en rallumer une, que j'étais déjà en sevrage. Alors j'ai repensé à la dernière cigarette que j'avais fumée et c'est celle-ci qui est notée sur ma frise chronologique, en date du 14 février 2014. Voilà. Ton sevrage commence juste après ta dernière conso. Et si tu n'es pas en train de consommer à l'instant où tu écoutes ces mots, tu es déjà en sevrage. Alors tu t'attendais peut-être à devoir ritualiser un petit peu le truc, formaliser un peu le moment, faire les choses bien. Mais réfléchis bien. Tu as vraiment envie d'interrompre ton processus de sevrage qui vient de commencer ? Ton organisme a commencé son travail de nettoyage et d'élimination. As-tu réellement envie de le renvoyer une case en arrière ? Ton sevrage est déjà lancé. Demande-toi si tu veux vraiment en reculer le succès d'une dose supplémentaire et de t'imposer une autre descente. Quelle que soit la drogue à laquelle tu as été addict, tu n'as vraiment pas besoin d'une dose supplémentaire. Je te conseille plutôt de dire adieu à ta substance en n'y retouchant tout simplement pas. Voilà. La seule façon sûre de ne pas replonger, c'est de ne pas recommencer. Débarrasse-toi de toute substance et de tout l'équipement de ton addiction, balance tout, ton sevrage est commencé. Tu peux noter la date d'aujourd'hui parce que c'est la date d'anniversaire de ta libération. Et cet anniversaire-là, je te souhaite de le célébrer tous les ans jusqu'à la fin de tes jours. Pendant ton sevrage, tu vas te sentir instable pendant peut-être une bonne quinzaine, peut-être plus, peut-être moins. En tout cas, peu à peu, tu vas te sentir moins mal. Et puis, de mieux en mieux. Et puis, d'ici un mois environ, tu vas sentir un mieux net et authentiquement perceptible. Alors tu vas te sentir mieux peut-être avant, ou ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Je peux pas te garantir exactement une durée parce qu'en fait ça dépend des gens, ça dépend de ce que tu consommes, ça dépend depuis combien de temps tu consommes, à quel âge tu avais commencé, les effets que ça te produisait. Donc je peux pas vraiment te donner une durée, mais en tout cas d'ici 15 jours, tu te sentiras moins mal, ça c'est sûr, et d'ici un mois, tu te sentiras mieux, ça c'est sûr. Si tu trouves que ça semble long, réfléchis. Le sevrage, c'est la partie qui sépare ta consommation de ton abstinence. C'est la partie la plus courte de toute l'histoire de ton addiction. Et tu as des outils pour la traverser. Pendant tout ce temps, tu peux réécouter la méthode ou les épisodes 10 et 11 ou tout autre épisode qui te soutient autant de fois que nécessaire. Tu peux aussi m'adresser des questions et j'essaierai de les traiter par des réponses écrites, par des audios complets ou par des shorts. Si au cours de ton sevrage tu te sens en difficulté, si malgré tes prises de conscience, malgré le déconditionnement, la déprogrammation, malgré tes recadrages, tes activités soutenantes, le soutien que tu reçois, si malgré toute la méthode tu te sentais à risque et que tu ne savais pas quoi faire, explique-moi tes difficultés et va voir l'épisode « Que faire si je me sens à risque de rechuter ». Cet épisode se trouve dans la playlist « Outils ». Le truc le plus important que tu dois garder en tête, c'est qu'il ne faut pas recommencer, sous aucun prétexte, même juste une fois, même un tout petit peu, même parce que exceptionnellement, sous aucun prétexte. Surtout si tu es convaincu que tu vas garder le contrôle. Ça, c'est un gros red flag, c'est de l'excès de confiance. C'est ton cerveau des addictions qui te manœuvre. Garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne pas replonger, c'est de ne pas reconsommer. N'oublie pas non plus que le moment le plus difficile, c'est le moment où tu es en train d'y arriver. Le poisson qui agonise sur la berge remue plus que celui qui est dans l'eau. Si tu oublies ces conseils et que tu galères, tu trouveras des mots pour toi dans l'épisode « Que faire si je me sens à risque de rechuter ?» Mais attention, ne le visionne pas si tout va bien. Et ne visionne pas non plus les épisodes qui s'appellent « La rechute 1 et 2 ». En fait, tant que tu t'en sors, ne touche à rien, continue comme tu fais. Il y a une phrase que Rose prononce dans son podcast Contradiction et que j'aime beaucoup. Elle dit « Quand tu traverses l'enfer, continue d'avancer ». Elle est géniale cette phrase. Ne t'arrête pas si c'est dur, continue.
C'est du gâchis de faire demi-tour et ça n'a aucun sens de t'arrêter à l'endroit où tu es. Alors avance, après tu seras libre. J'ouvre alors une mini-parenthèse. C'est vrai que dans cette playlist, je n'aborde pas beaucoup la question de la rechute. Et c'est parce que ce n'est pas le moment. Une rechute, c'est une rechute. Et j'en parle dans une autre playlist. Mais si tu veux anticiper un peu, pour te protéger du piège, il n'y a que 2 choses essentielles que tu as besoin de savoir à l'avance sur la rechute. La première chose, c'est que la moindre consommation te ferait rechuter. Point barre. Il n'y a pas d'exception. Si tu reconsommais, tes circuits dopaminergiques gravés à vie dans ton cerveau flamberaient instantanément et tu ne pourrais pas lutter. Moi je trouve le tabac dégueulasse, mais si par mégarde, j'ingérais demain une microscopique dose de nicotine, mais après-demain, je courrais m'acheter un paquet de clopes. C'est inévitable. La seule façon sûre de ne pas replonger, c'est de ne pas recommencer. Ça a le mérite d'être simple, tu n'as aucune question à te poser. La deuxième, c'est que si tu rechutais, tu ne reprendrais pas ta consommation comme quand tu as rencontré ta substance pour la première fois, quand tu espaçais tes consommations et que tu croyais avoir le contrôle. Non. Tu arriverais direct au stade duquel il t'a fallu t'extirper à grands efforts. Il n'y aurait pas de phase de transition. Ce serait la dèche directe. Et en plus, tu trouverais ta consommation dégueulasse. Voilà. Je t'ai décrit ce que c'est une rechute. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et j'espère finalement que ça te fait pas vraiment envie. Mais je n'ai pas dressé ce tableau noir pour te dissuader de ne pas y aller, hein. Je t'ai décrit l'exacte vérité. En tout cas, sache que ta rechute, elle ne commence pas quand tu rechutes. En général, elle commence avant, si tu laisses passer les pensées permissives. C'est à cet endroit-là que tu dois intervenir et raffermir ton projet. Mais ne t'inquiète pas, tu en sais assez, et tu vas y arriver. Alors même si tu ne te sens pas prêt ou prête totalement à 100% pour te lancer dans un sevrage, ne t'inquiète pas. La cessation de la consommation et des compulsions va t'apporter la sérénité mentale et physiologique qui te permettront d'intégrer les quelques pourcents qui manquent à ta confiance en toi. Tu vas voir, le sevrage et l'abstinence, ce sont des démarches très équilibrantes. Enfin, pour terminer, je vais te parler de guérison. Tu entends peut-être parfois des professionnels ou d'anciens addicts te dire qu'il est impossible de guérir d'une addiction, que quand on est addict, on l'est toute sa vie. Mais une fois de plus, ce n'est pas comme ça que je le vis de l'intérieur, et je crois que c'est de nouveau une question de mots et de définition. Ça dépend du projet, en fait, et de la façon dont tu regardes le truc. Si le projet, c'est reprendre la consommation de ton produit sans que ça te pose de problème de santé, si c'est reconsommer occasionnellement sans dégâts physiologiques graves et sans jamais perdre le contrôle, si c'est ça qu'on entend par guérir, alors oui, en effet, ce n'est pas possible de guérir d'une addiction. Mais tout simplement parce que souhaiter ça, ce n'est même pas une question d'avoir été addict ou pas. C'est comme souhaiter qu'il soit possible de boire du samplon 95 ou de l'eau de Javel sans dégâts graves. Les substances addictogènes sont nuisibles pour notre corps et sont addictives. Donc elles provoquent forcément des dégâts sur notre corps et elles nous rendent addicts. Par définition. Personne ne peut y échapper, même pas un rat de laboratoire qui n'aurait pas le projet tout seul de consommer occasionnellement de l'héroïne. Consommer un truc addictogène, c'est cheminer sur une pente. À ce stade, tu as déjà beaucoup réfléchi à ça. Et imaginer la guérison comme la possibilité de consommer de temps en temps des substances nuisibles et addictives, sans expérimenter de dommages ou d'addiction, c'est comme vouloir transformer une pente en terrain plat. C'est impossible. Donc là, on n'est pas seulement dans le déni. On nage en plein délire quand on croit ça. Alors bien sûr, comme je le disais dans l'épisode 5, nous n'avons pas tous la même pente. Certains dégringolent sur des pentes qui les emmènent loin et très au fond ou très rapidement. Mais même pour ceux qui ont une pente longue, douce et peu accidentée, consommer une substance addictive, c'est avancer sur cette pente. Et il y a un moment où c'est problématique, qu'on le veuille ou non. Personne ne peut consommer des substances nuisibles et addictives sans expérimenter des dégâts et de l'addiction. C'est comme ça. Alors tu vas peut-être citer l'exemple de Jeanne Calment. Pour les plus jeunes, Jeanne Calment, elle a été la doyenne de l'humanité. Elle est née en 1875 et elle est décédée en 1997, à plus de 122 ans, le truc de ouf. Et bien sûr, à chaque interview médiatique, les journalistes adoraient répéter qu'elle fumait une cigarette une fois de temps en temps et qu'elle buvait parfois un verre de Porto et qu'elle mangeait du chocolat. Mais voilà quoi, une cigarette par semaine, un verre d'alcool pour les exceptions, est-ce que c'est le même rythme que toi ? Franchement, comment expliquer que cette vieille dame n'ait pas connu, comme toi et moi et comme tout le monde, un phénomène d'accoutumance qui l'aurait conduite à consommer de plus en plus, puis tous les jours, et à mourir sans doute à un âge bien plus précoce ? Mystère, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, pour quel ensemble de raisons cette femme a-t-elle vécu si longtemps ? Autre mystère, les humains qui ont dépassé l'âge de 120 ans se comptent sur les doigts d'une seule main. Et ça, tu sais comment ça s'appelle ? Ça s'appelle une exception. Tu as déjà certainement entendu l'adage qui dit que l'exception confirme la règle ? Eh bien, c'est exactement le cas. Une exception, c'est une exception à une règle qui lui est complètement opposée,
Alors il est absurde de se baser sur une exception pour se dire que c'est ça qu'on va vivre. Nous autres humains ne vivons pas aussi longtemps que ces quelques rares personnes. Et celles et ceux parmi nous qui avons des addictions vivons encore moins longtemps et moins bien que les autres. Alors si tu n'es pas toi-même Jeanne Calment, oublie Jeanne Calment en fait, elle ne te sert à rien dans ton raisonnement. D'autant que les derniers chiffres tendent à montrer que l'espérance de vie, qui jusqu'aux années 90 ne faisait que monter, montre plutôt une courbe désormais descendante. Et les addictions ne comptent pas pour rien parmi les facteurs qui infléchissent cette courbe. Alors tu vas peut-être me parler de Tata Monique, qui a vécu jusqu'à 88 ans en super forme et qui mangeait du sucre. Ok. Bon, on connaît tous à peu près une Tata Monique, ou un tonton Gilbert qui fumait encore à 85 ans. Enfin moi je n'en connais pas personnellement. Les personnes âgées que je connais et qui consomment du sucre ne se portent pas spécialement bien, et elles n'ont pas cet âge-là en plus. Mais pour revenir à Tata Monique et à tonton Gilbert, voilà des personnes dont on peut dire a posteriori qu'ils ont cheminé sur une pente douce, longue et non accidentée. Et en soi, c'est une exception. Je pense qu'ils ne se sont jamais retrouvés dans la même situation que toi, tu ne crois pas? Et puis finalement, des fois quand je réfléchis à cette histoire de Tata Monique et de tonton Gilbert, je me dis que finalement, s'ils n'avaient pas mangé de sucre ni fumé de tabac, ils auraient peut-être vécu encore plus longtemps. D'ailleurs, le problème principal des addictions, c'est pas tellement l'impact que ça a sur la longueur de notre vie. Le problème principal, c'est plutôt l'effet que ça a sur les 10 dernières années de notre vie. Enfin, tout ça pour dire que si guérir, c'est pouvoir reprendre une consommation chronique non nuisible, alors personne ne peut guérir de l'addiction. Mais c'est pas guérir ça. Consommer ou reconsommer occasionnellement sans dégâts ni perte de contrôle, ce n'est pas une guérison. C'est peut-être un fantasme, en tout cas c'est une impossibilité. En revanche, si guérir signifie être capable de te protéger de substances nuisibles et addictives et t'en protéger systématiquement et définitivement. Alors oui, la guérison existe. C'est l'abstinence. C'est l'abstinence. Si guérir signifie retrouver ton équilibre physique et psychique, réparer les dégâts causés par tes anciennes consommations, soigner en toi les vulnérabilités qui t'ont exposé à l'addiction et les veiller de près avec respect et douceur. Alors oui, la guérison est possible. J'ai déjà observé que parfois, ceux qui pensent que guérir d'une addiction est impossible sont aussi ceux qui pensent que l'abstinence est difficile. Ils l'imaginent un peu comme une punition qui prendrait jamais fin, une vie laborieuse où chaque instant est un effort de contrôle et de volonté, et que quand on en est là, c'est qu'on a échoué à s'en sortir. Alors que c'est tout le contraire. L'addict ne peut pas choisir de ne pas consommer parce que ça le fait trop souffrir. Il peut décaler le temps de ses consommations, il peut se dire « Non, pas là, en ce moment je ne fume pas, en ce moment je ne bois pas ». Mais en fait, il va reconsommer. Il se contrôle. Il fait des efforts pour se contrôler. Et s'il ne consommait pas, il serait en souffrance. Alors que l'abstinent, lui, il ne fait aucun effort pour ne pas consommer. C'est sa vie. L'abstinent peut choisir de ne pas consommer. Seul l'abstinent, l'affranchi, peut faire ce choix, pas l'addict. Et comme c'est son mode de vie, il n'a aucun effort à faire, il n'a aucun contrôle à s'imposer. Alors tu vas peut-être me dire, oui, mais la liberté, ce serait de pouvoir choisir de ne pas consommer ou de consommer. Et l'abstinent sait que s'il consomme une fois, il va redevenir prisonnier. Et que tout va recommencer. Alors il n'a pas d'autre choix possible que de ne pas consommer, ce n'est pas de la liberté, ça. Je comprends ton raisonnement, et il ne manque pas de logique, bien sûr. Je prévois d'ailleurs de tendre mon micro à des philosophes pour les interroger, entre autres, sur cette question du choix et de la liberté. Mais c'est encore en projet. Alors pour l'heure, je vais faire de mon mieux car je ne suis pas philosophe, et tout dépend de la façon dont on définit la liberté. Ce que je peux en dire ne sortira pas des livres, mais de mon expérience. Il faut être passé de l'autre côté de l'addiction pour faire l'expérience de la liberté, c'est-à-dire du côté de l'abstinence. Et là, je ne te parle pas de concept ou de définition, je te parle de liberté vécue, ressentie, exercée. L'addict dans le déni croit qu'il choisit librement de consommer et que l'affranchi n'a plus ce choix. Mais c'est exactement l'inverse. En réalité, l'addict n'a qu'un seul choix, à un moment ou à un autre, consommer. L'abstinent, lui, peut choisir de consommer et de ne pas consommer. Il choisit de ne pas consommer pour ne pas retomber du côté où il n'y a qu'un choix possible. Ce choix de ne pas consommer, l'abstinent le fait en pleine conscience. Il le fait parce que c'est le choix le meilleur. Et ce choix, il le fait librement. Petite cerise sur le gâteau, comme le monde est un gigantesque débit de drogue à ciel ouvert, que les propositions sont partout, l'affranchi peut opérer son choix de rester libre presque à chaque instant de sa vie. Et cet exercice chronique de réaffirmation de sa liberté, de son émancipation, de son autonomie, lui apporte une indépendance et une stabilité intérieure qui ne souffrent aucune compétition. Tu peux guérir de tes addictions, et j'espère que cette méthode va t'aider à te dégager des principaux obstacles à ta guérison.
et qu'elle va t'aider à te retrouver telle que tu n'aurais jamais dû te perdre. Le reste t'appartient, c'est ton histoire. Et surtout, souviens-toi que tu n'es pas tout seul sur ce chemin. Sur la chaîne, tu trouveras d'autres pistes de soutien ou de réflexion, des groupes de parole, des webinaires, des astuces. Dans la playlist outils de la chaîne, tu trouveras aussi des séances de relaxation, des épisodes pour aider un proche et d'autres outils à venir. Surveille la chaîne. Dans la playlist société, si tu as envie de creuser la question et si le sujet t'intéresse, je tendrai le micro à d'autres personnes pour engager un débat plus large et plus citoyen autour de l'impact des addictions dans nos civilisations et sur notre planète. Si tu veux relire la méthode ou l'offrir à quelqu'un qui n'écoutera pas le podcast, je t'indiquerai comment commander une version papier. Si tu es content et que tu souhaites me soutenir, pense à faire connaître cette méthode en partageant le lien vers le premier épisode que je mets toujours en description sous l'audio. N'hésite pas à me laisser tes derniers commentaires, à liker et à t'abonner pour améliorer le référencement du podcast. En tout cas, je te remercie du fond du cœur. Voilà, tu y es. Surtout, aie confiance en toi. Le plus gros du boulot, tu viens de le faire. Je songe à une autre phrase que Rose dit dans son podcast et que je te rapporte parce que je la trouve géniale. Enfin, c'est pas Rose qui l'a dit, elle rapporte les propos d'un usager des Alcooliques Anonymes. Et ce monsieur, lors d'une séance, a dit « L'alcoolisme, c'est une maladie qui se soigne avec de l'eau. » C'est tout. Et cette simplicité-là, elle s'applique à toutes les addictions. Tu vas t'en sortir, tu vas y arriver, tu es prêt. Je te souhaite 1000 bonheurs et autant de surprises. Je te remercie infiniment d'avoir partagé ce bout de chemin avec moi. Et surtout, à partir de maintenant, garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. Bye bye!